On va parler de la voix acadienne. J'avais préparé quelques lignes de présentation pour la voix acadienne, mais a-t-on besoin de présenter la voix acadienne? Ça fait depuis 1975 que le journal communautaire existe à l'île du Prince-Édouard. Depuis 1975, ça fait 50 ans, un demi-siècle. Et depuis un demi-siècle, la voix acadienne, on peut le dire, s'est érigée comme un pilier médiatique essentiel pour la communauté acadienne et francophone de l'île du Prince-Édouard. Chaque semaine, dans ces pages, vous trouvez des articles d'actualité, des articles qui rendent compte des événements, de ce qui se passe sur la scène artistique et culturelle. Vous trouvez aussi des articles qui traitent de sujets cruciaux quand même pour la communauté. Pensons à l'éducation, à la petite enfance. Il y a beaucoup de choses sur les écoles. Il y a aussi beaucoup de comptes rendus d'AGA, surtout en ce moment. Ouais. Et la voix acadienne a également un rôle de conservation du patrimoine. Il y a des chroniques régulières qui parlent de l'histoire, des traditions, du parler acadien. Bref, beaucoup de choses. Et il faut souligner que depuis 50 ans, la voix acadienne est là, elle est toujours là, malgré les défis qui touchent la presse en milieu minoritaire. Le journal survit grâce au dévouement de son équipe. Et aujourd'hui, donc, on a deux membres de l'équipe, deux membres historiques, si je peux dire. Marcia Edman, tout d'abord. Patrimonial. Marcia, qui est là depuis 47 ans. J'ai calculé que ça fait 94% du temps d'existence du journal, donc on peut dire presque depuis toujours. Elle a débuté en 1978 dans des fonctions techniques. Elle est devenue directrice du journal en 1987. Et on peut le dire, son rôle a été crucial pour la survie du journal, la survie financière, notamment en développant de nouveaux produits pour pallier la baisse des revenus publicitaires. On va en parler dans un instant. Et au-delà de sa gestion, je pense que vous êtes tous d'accord, toutes et tous, pour dire que Marcia est une porte-parole acharnée, j'ai noté acharnée, des droits et de l'épanouissement de la communauté acadienne et francophone, une défenseuse des femmes également. Et grâce à son leadership, le journal a traversé bien des tempêtes, a reçu de nombreuses distinctions. Je pense que la plus grosse fierté de Marcia, c'est la création du fonds de fiducie Jean H. Doiron pour sécuriser l'avenir du journal. Et elle travaille désormais à organiser sa succession pour laisser le journal entre de bonnes mains. On peut l'applaudir. À côté de Marcia, il y a Jacinthe Laforêt, qui a joué aussi un rôle fondamental en tant que rédactrice en chef de La Voix acadienne. J'avais noté 1988, c'est la date de son entrée en fonction à temps plein, mais elle avait commencé quelques années avant déjà comme pigiste. Elle est arrivée à l'île du Prince-Édouard en 1982 et elle a adopté, servi la communauté comme la sienne dès le début. Dans ses fonctions de journaliste, de rédactrice, elle a œuvré pour l'avancement de la communauté. Elle a assuré notamment la visibilité, je l'ai dit tantôt quand j'ai parlé du journal, la visibilité des arts et de la culture, entre autres. Jacinthe aussi, j'avais noté une petite phrase, dénonce quand il faut et fait connaître ce qui doit l'être. Donc ça, on la connaît aussi pour ce rôle-là important. Elle a rédigé des ouvrages marquants, la seconde partie du livre de la Société de Saint-Thomas d'Aquin, Les Acadiennes de l'île du Prince-Édouard. Elle a reçu le certificat honorifique de citoyenneté acadienne en 1999 et a créé les paroles françaises de l'hymne Ave Maris Stella. Ça, c'est Jacinthe. Merci à toutes les deux d'être là. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais commencer avec Marcia. On va parler essentiellement de la survie de l'entreprise durant ces 50 ans, d'innovation, de relève, vraiment des thèmes centraux pour une directrice d'un journal communautaire en situation minoritaire. Comment on fait, Marcia, pour être résilient pendant 47 ans face à des ressources qui sont limitées? Il y a les abonnés du journal, mais on le sait, les abonnés, c'est important, mais ça ne suffit pas. Comment on fait pour durer aussi longtemps malgré tous les soubresauts? Moi, j'aime pas perdre, même à jouer aux cartes. Je l'aime pas perdre. Alors, c'était sûr que je vais tout faire pour voir à la sauvegarde du journal. Je vais juste parler des années début 90. Ça commence à aller mal. On dirait les publicités nationales ont commencé à diminuer. Il faut vous penser qu'on avait des publicités nationales d'environ 300 000 $ par année. Puis ça, il y en a
peut-être 2 000 $ par année maintenant. So, quoi faire entre ça? Il faut que tu trouves d'autres moyens. Alors, comme tu as dit, la création du fonds de fiducie, c'était un moyen que j'ai vu qu'on pouvait peut-être aider parce qu'on a établi, ça a pris 3, 4, 5 ans. On a fait des campagnes, on a fait vraiment du lobbying au gouvernement fédéral, au gouvernement provincial. On avait des alliés comme Léonce Bernard était là dans le temps, ce qui nous a beaucoup aidés. Et puis, on s'est servi de nos alliés. Puis, on a établi un fonds de fiducie d'environ, dans ce temps-là, 300 000 $ peut-être. Et puis là, on a mis des argents en banque, puis on utilisait les intérêts pour les opérations de la voie acadienne. Mais ça donnait, dans ce temps-là, ça donnait peut-être, tu fais ma question à Michel ce matin, ça donnait peut-être 25 000, 26 000 par année, qui n'était pas payé. Et puis, ça payait un salaire à ce temps-là. Et puis, après ça, là, il fallait trouver d'autres choses parce que là, on s'empirait. Et puis, il y avait beaucoup de journaux qui fermaient. Puis, on savait qu'on s'en allait dans le même bateau si on ne faisait pas des nouvelles choses. Et les revenus publicitaires, j'en parlais en introduction, je vous donne un chiffre, ils sont passés de 175 000 $ à 50 000 $ pour le journal en 20 ans. C'est bien ça, en 20 années. Entre 2005 et 2025, on a perdu à peu près 3/4 là, des revenus publicitaires. Oui. Là, Marcia parlait du fonds de fiducie, mais dans la gestion quotidienne du journal, quels sont les projets ou les stratégies de diversification de revenus qui ont été les plus efficaces au jour le jour? Il y a beaucoup de projets, on sait qu'il y a beaucoup de projets dans la voie acadienne avec les organismes, mais c'est quoi ce qui fonctionne pour la voie acadienne en termes de diversification de revenus? Bien, en 2007, c'était dans les années où on était dans des difficultés, je m'ai aperçu qu'il y avait une publication qui existait qui s'appelait The Employment Journey. C'était en anglais, puis j'ai été m'informer, voir, tu sais, y a-t-il une partie française qui sort de ça, ou je m'ai informé dans ça venait de compétences IPE, puis une fois que je m'ai informé, j'ai demandé pourquoi ça n'existe pas en français, bien on dit à personne pour le faire. Mais j'ai dit, nous autres, on va le faire. Ça, c'est la voie de l'emploi? Oui. Puis ça nous donne, j'aime pas le dire, mais ça dépasse 100 000 $ par année. Ça a été un gros... ça a recouvert beaucoup de ma publicité que j'avais perdue, comme un 3e. Et puis là, il y a d'autres projets, comme des partenariats avec les organismes. On a fait beaucoup de partenariats avec Action Femmes, avec... là, je suis en train d'en faire avec la coopérative d'intégration. Il y a toujours des projets pour... on fait des demandes. C'est plus facile quand on a des partenariats de faire des demandes de projets. Mais moi, je suis... est-ce qu'on peut m'appeler la femme à projet, là, parce que des fois... Ça n'a pas d'allure. Ben, des fois, je demande à mon conseil d'administration, il shake dans la tête. Comme, des fois, j'en ai 8 ou 9 à la fois. So, moi, je gère les projets. Ouais. Marcia, la femme à projet, on m'a déjà dit, Marcia, elle sait trouver des sous. Peut-être. Là, on parlait beaucoup d'argent, parce qu'un journal, c'est ça aussi, évidemment, c'est la survie financière, la viabilité financière. Mais dans un journal, il y a aussi, évidemment, des journalistes. Et j'avais une question pour Jacinthe, maintenant. Après plus de 35 années comme journaliste, rédactrice, comment a évolué le rôle, les compétences de ce rôle-là dans un média communautaire minoritaire? Est-ce que c'est la même chose que dans les années 80 ou aujourd'hui c'est complètement différent? Le rôle reste pareil. La façon de l'accomplir a changé un petit peu, peut-être, par rapport au début, par exemple, il n'y avait pas le service de traduction du gouvernement provincial, on recevait tout en anglais, il fallait tout traduire et puis tout ça. Mais le rôle comme tel de représenter la communauté, ça n'a pas changé.
Les compétences, ben écoutez, j'ai pas reçu le vaccin contre les erreurs, donc je continue de faire des erreurs et puis ça fait partie. J'apprends. Ma grande compétence. Il y a une raison pourquoi je travaille dans l'écrit, c'est que la parole, c'est vraiment pas mon médium, OK? Mais ce que je pense que j'ai appris, c'est qu'il faut se méfier de ce qu'on pense savoir. Je vais juste dire ça. Souvent, c'est sur les sujets dont on connaît rien qu'on est le meilleur ou la meilleure? Oui, oui. Puis, ouais, c'est ça. C'est que j'ai toujours peur un petit peu de ne pas comprendre ce que les gens vont me dire. Et puis, non, c'est ça. Il faut vraiment se méfier de ce qu'on pense savoir parce qu'on peut tomber dans un piège assez rapidement. Puis tu sais, on fait confiance à ce que les gens nous disent et puis tout ça, mais en même temps, on ne sait jamais exactement c'est quoi, pourquoi une telle personne nous dit ça, pourquoi une autre personne nous dit ça. Donc, en tout cas, ouais. Ça, c'est notre rôle au quotidien, finalement, de savoir pourquoi on nous dit quelque chose, qu'est-ce qui se cache derrière. C'était ma prochaine question, parce qu'on est quand même sur une petite île, une communauté petite, tissée, serrée. On peut le dire, il y a un instinct de préservation au sein de la communauté, un instinct de protection, c'est normal. Comment on concilie, quand on est journaliste depuis 35 ans, dans un média communautaire, le rôle de promotion de la communauté, de promotion culturelle, mettre en lumière les artistes, mettre en lumière les histoires, et aussi le devoir de faire connaître les enjeux locaux, le devoir d'interpeller, je dirais de façon critique, les leaders de la communauté quand c'est nécessaire. Comment on fait cet équilibre-là ? Ben en fait, c'est toujours un peu déséquilibré. Moi, j'aime l'image du miroir puis de la fenêtre un peu, là. Et puis, le miroir, des fois, on pense que c'est facile de juste se regarder dans le miroir puis de juste projeter l'image que les gens... Mais en fait, c'est vraiment pas facile de se regarder dans un miroir tout le temps. Isabelle a pris une photo de moi au mois de septembre et puis elle me l'a envoyée, puis j'ai vu une vieille femme toute courbée, puis je me suis dit non, là, il faut que je retourne au gym, là, ça n'a pas de bon sens, c'est ça que le monde voit. Ça fait que je trouve que c'est vraiment difficile de faire la part des choses. Moi, ce qui m'a aidée, c'est que je suis parentée avec personne à l'île du Prince-Édouard, et donc j'avais peut-être une petite liberté d'action. Et puis, j'ai pas non plus... ça m'est arrivé de siéger à des conseils d'administration, mais après un bout de temps, je me suis rendu compte que c'était pas la chose à faire, que j'avais gardé une petite distance par rapport à mon rôle bénévole. Et puis... Oui, est-ce que ça a répondu à la question? À peu près. Non, on pense souvent qu'être journaliste, finalement, dans une grande ville comme Montréal et Toronto, c'est plus difficile, mais je peux témoigner, comme Jacinthe, qu'être journaliste dans une petite communauté où tout le monde se connaît, où on fait partie de cette communauté-là, c'est un équilibre parfois difficile à trouver entre ce qu'on veut dire et ce qu'on souhaite aussi parfois, ou ce dont on fait partie. Je voulais juste ajouter un petit quelque chose par rapport à mon rôle. C'est qu'en général, quand on est journaliste, on est impartial. Puis je dis ça avec des gros guillemets. On essaye d'être le plus honnête possible, mais le plus objectif possible aussi. Mais dans un petit journal comme La Voix acadienne, là, tu vas dans un événement comme ici, puis tu rapportes un petit peu de façon objective ce qui s'est passé. Puis après ça, là, tu changes le chapeau, tu deviens éditorialiste, tu écris un éditorial, puis là, tu es obligé de te prononcer sur puis ça crée, mettons, dans la perception des gens, par exemple, tu sais, les gens ne savent plus à qui ils parlent, s'ils parlent à une journaliste ou s'ils parlent à quelqu'un qui fait un édito ou les opinions et tout ça. Donc ça crée un genre de... Oui. Une méfiance, peut-être?
Oui, il y a bien des gens qui me parlent parce que je suis journaliste, puis il y a bien des gens qui me parlent pas parce que je suis journaliste. Moi, l'édito de Jacinthe, c'est la première chose que je regarde dans le journal, généralement, quand je le reçois. Mais qu'est-ce qui arrive aussi, comme je peux me rappeler des choses, c'est que moi, je lis tout avant que ça parte pour la presse. Hein? Oh. Garde le micro devant la bouche. OK, je parlerai plus avec mes mains. Mais ce qui m'a rappelé de ce que Jacinthe dit, c'est que, ouais, moi, j'essaie de lire tout. Et puis, des fois, j'ai demandé de s'adoucir ou j'ai réécrit des petits bouts. Et puis, ben, je disais toujours, tu sais, OK, on peut pas aller là, on va pas là. Mais, ouais, c'est toujours un équilibre difficile finalement à trouver. Là, on parlait du fait d'être dans une communauté insulaire, petite, où tout le monde se connaît. Un autre défi des journaux en ce moment, c'est le numérique. Tout évolue tellement vite. Évidemment, il y a l'Internet, mais il y a aussi les applications, les réseaux sociaux. Il n'y a pas encore de compte TikTok de la Voix acadienne? Non. Ils sont trop vieux. Comment la Voix acadienne s'est adaptée au fil des années à ce monde changeant numérique? Il y a un site Internet maintenant, mais est-ce qu'il y aura peut-être une application? Ben, ça a commencé avec Facebook, qui marchait vraiment bien. Hein? On avait 5000 amis jusqu'à temps que Meta est venu nous fermer. Alors, ça a été vraiment difficile pour nous autres parce que là, j'ai triché et puis on a créé une autre page Facebook appelée Amis de la Voix acadienne. Et puis, je peux juste pas dépasser 1200, 1300. Puis pense, j'en avais 5000 avant. Ça c'est difficile. Et puis, ben, Alexandre fait les médias sociaux qu'il peut, c'est notre graphiste. Alors, il fait du Instagram, puis un autre, Blue Sky. C'est pas trop deep pour moi. Jacinthe, comment, en tant que journaliste qui a vécu toutes ces transitions, parce que dans les années 80, il n'y avait pas de site Internet, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, comment toi, tu as vécu cette transition-là? J'ai laissé Marcia et Alexandre s'en occuper. Non, vraiment, je trouve qu'on aurait vraiment pu faire plus. On aurait peut-être, mais ça aurait pris du personnel supplémentaire. Vraiment, on se rend compte que maintenant, c'est une spécialité de travailler, comme d'intégrer les réseaux sociaux, de savoir comment faire, de savoir comment planifier puis tout ça. Donc, c'est une spécialité. Puis, c'est pas vrai qu'en étant journaliste, photographe, rédacteur, correcteur. Vidéaste parfois aussi, faire des vidéos. Et faire des vidéos, oui, c'est ça. Que c'est pas vrai que tu peux intégrer, que tu peux ajouter comme 15 heures de travail pour alimenter un réseau social ou des réseaux sociaux ou d'engager des conversations avec les gens et tout ça. Parce que c'est ça, hein, c'est pas juste diffuser des choses, c'est de maintenir le lien puis d'engager, d'entretenir la conversation avec les gens par les réseaux sociaux et tout ça. Puis ça prend des spécialistes pour faire ça. Ça prend du monde. Ça prend du monde. On a une équipe de 3,5 personnes. Il y a une limite de ce qu'on peut faire. Oui, il y a Alexandre, qui est graphiste. Alexandre à temps plein, moi j'ai à temps plein, Jacinthe à temps plein. Puis là, j'ai deux personnes avec quelques heures par semaine. Mais là, tu sais, là, on a ajouté un stagiaire journaliste. Mais là, Eric qui va remplacer Jacinthe. Pour ceux qui ne l'ont pas rencontré, il pourrait se lever. Alors... puis vous avez raison de l'applaudir parce que, franchement, là, moi, je suis... je suis un petit peu déçue. Je pensais que ce serait un petit peu plus difficile de me remplacer. Mais un des signes qu'on a fait, ce mouvement-là, au bon temps, c'est qu'il y a quelqu'un comme Éric Bergeron qui est sorti du lot,
puis qui était déjà à Lille, qui aimait déjà le style de vie, qui était déjà... Et puis, je trouve que c'est un signe qu'on a fait ça au bon temps. J'aimerais parler rapidement aussi du... On peut l'applaudir, Eric, bien sûr. La Voix acadienne, si vous ne le saviez pas, fait partie d'un réseau qui s'appelle Réseau Point Presse, qui rassemble différents journaux communautaires, de magazines, de publications communautaires au pays. C'est basé à Ottawa. Marcia, est-ce que dans ces différentes publications, est-ce que toi, tu vois des choses, des modèles de financement ou des modèles d'adaptation au monde numérique qui pourraient inspirer la Voix acadienne? Est-ce qu'il y a certains de tes collègues qui sortent du lot dont tu t'inspires? Toujours, toujours, toujours. À chaque fois... Lesquels? À chaque fois que je me vois dans une rencontre de Réseau Presse, puis on partage entre nous autres les autres journaux, il y a vraiment comme tellement de choses au niveau technologie que c'est encore toute l'affaire de ne pas avoir assez de monde autour de l'équipe. Tu sais, on peut aller chercher le financement, puis le financement, puis le financement. Mais les financements, c'est pour des projets qui ont une date de fin. C'est pas comme des projets qu'on peut faire à long terme. Il faut toujours essayer des projets qui sont capables de payer l'employé pour le continuer. Mais j'ai pris beaucoup de mes idées quand je fais mes demandes de d'autres journaux qui avaient passé par ce projet-là, puis ça avait bien réussi. Et il y a des journaux qui ont d'autres modèles aussi d'organisation que la Voix acadienne. La Voix acadienne est un organisme à but non lucratif. Mais il y a d'autres journaux qui sont des entreprises, oui, qui ont d'autres modèles. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui pourraient inspirer le futur de la Voix acadienne? Oui, j'ai pensé à beaucoup de choses depuis ma dernière rencontre. Parce que tu as beaucoup de journaux qui sont privés. Eux, ils sont là pour mettre l'argent dans leur poche. Il n'y a pas d'autre raisonnement vraiment. Oui, il y a pas la cause francophone. Mais nous autres, comme des organismes à but non lucratif, on a une cause, puis c'est la cause de valorisation de la culture, puis de la langue, puis faire sûr que ça continue. Mais je trouve qu'on est divisé. On n'a pas les mêmes mandats dans le réseau. On est divisé. Mais j'ai oublié ce que était ta question. Est-ce qu'il y a un modèle en particulier qui pourrait être inspirant pour le futur de la Voix acadienne? Je parlais à la présidente du réseau. Elle s'appelle Marine, puis elle est directrice au journal L'Aurore boréale au Nord. Et puis, j'ai dit, « Oh my God, t'es bimensuel, toi. T'es pas hebdo. » Puis là, on a vraiment eu une grosse discussion sur ça. Puis des argents que je pensais qu'on perdrait si on devenait bimensuel, que j'apprends qu'on perdrait probablement pas. Alors, j'ai appris beaucoup de choses là, dans les dernières semaines qui me fait peut-être réfléchir pour faire des suggestions au conseil d'administration. On ne sait jamais ce qui peut venir. Le futur également, c'est la jeunesse, puisque les abonnés d'un journal, de n'importe quel journal, doivent se renouveler, évidemment, pour que la vie continue. Jacinthe, face à la tendance des 18-34 ans aujourd'hui de se tourner justement davantage vers les médias sociaux, vers l'information sur Instagram, sur TikTok, sur ce genre de choses, comment, toi, à la Voix acadienne, tu réussis à maintenir le lien, ou t'essayes de maintenir le lien avec la jeunesse? Vaste question. Oui, je trouve ça vraiment difficile. Je trouve que peut-être on ne réussit pas complètement à maintenir le lien avec les jeunes. On a Jaflip, et puis on essaye autant que possible de rejoindre. Les jeunes sont en partie. La plupart des jeunes qu'on vise comme clients, ce serait. Ils sont dans les écoles. C'est de plus en plus difficile de rentrer dans les écoles à cause des critères, les questions de confidentialité et tout ça. Donc, c'est
ça fait qu'on manque des opportunités. Je suis pas mal certaine. Moi, ce que j'aimerais dans la Voix acadienne, ce serait que chaque semaine, il y ait une page ou même 2 pages dédiées aux écoles, que chaque école fournisse du matériel. On a des modèles comme Mme Julie Gagnon, qui fait un travail extraordinaire à nous fournir. Elle pourrait remplir le journal à elle toute seule, là. Mais ça serait le fun de voir ça dans les autres régions. Ça serait vraiment le fun que les écoles ou que les jeunes sentent que la Voix acadienne, ça leur appartient aussi. Et puis, il y a du travail à faire de ce côté-là, ouais. Puis là, ben, Laurent, il trouve ça vraiment difficile d'être obligé de faire ça en 1 demi-heure parce que d'habitude, il y a 3 heures pour son show. Surtout que Isabelle est en train de me faire. C'est fini, c'est fini. Oh, J'ai senti mais moi, ça, je vais ajouter une chose. Quelques années passées, j'ai soumis un projet pour abonner toutes les familles dans la commission scolaire de langue française. Et puis, ça a vraiment bien fonctionné. J'ai travaillé avec la commission scolaire parce que j'ai pas les droits d'avoir les adresses à tout le monde et tout ça. Mais eux m'ont aidé à faire ma promotion. Puis ils ont envoyé ça à tout le monde. Et puis, on a reçu 327 nouveaux abonnés. Ouais. Mais là, c'est gratuit. Puis là, ça finit au 26 novembre de cette année. So, là, il faut que j'envoie des lettres à toutes ces jeunes familles-là pour voir si on peut les réabonner. Puis on va lui donner des bons prix. Beaucoup de défis, mais beaucoup de perspectives donc pour la Voix acadienne. Je vous propose d'applaudir Marcia Edman. Jacinthe Laforêt. Merci à toutes les deux d'avoir répondu à ces quelques questions.